Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors au nom d'EcoSD, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée dédiée aux low-tech, dont le titre est « Quelle place pour les low-tech dans un monde en transition ?» Alors moi, mon nom, c'est Marc Vautier d'Orange. Donc je ferai un peu le passe-micro, passe-plat pendant toute la journée. Donc au nom d'Orange, je vous remercie aussi d'être venu. Bienvenue dans ce temple un peu de la high-tech, on peut clairement le dire. Vous êtes ici à Orange Garden, c'est le centre d'innovation du groupe Orange, sur toutes les parties produits, services, réseaux, IA, etc. Même si maintenant il y a d'autres entités du groupe qui viennent combler les places dans le bâtiment. Donc la journée va être très très dense. Alors on a eu la grande chance qu'une personne s'est désistée cet après-midi, donc on pourra avoir un peu plus de temps pour les discussions et les pauses café. Alors comme je le disais, la journée est donc très dense. On commencera donc par une introduction d'abord de Jean-Benoît Bessé, le directeur transition environnementale et énergie du groupe. Jean-Benoît, je te laisserai préciser ton titre. Après, Dominique Millet. Alors Dominique, qui est le président de l'association EcoSD, est pris dans les bouchons, donc il arrivera avec un petit peu de retard, donc on va inverser les deux passages. Ensuite, Anne-Laure Bonjean de l'ADEME viendra faire un état des lieux de la démarche low-tech, dont c'est un document qui est sorti il y a quelques années et qui s'inspire très fortement de travaux qui ont été faits par l'association EcoSD, auquel Orange avait contribué. Ensuite, Audrey Tanguy des mines de Saint-Étienne animera la session Regard croisé. En fait, l'objectif de cette session, c'est de partager un peu les points de vue de différents acteurs économiques ou politiques. Donc, il y aura des représentants d'entreprises. Alors, c'est plutôt style PME, collectivités territoriales, le monde de la recherche aussi, qui nous donnera une vision un peu projetée de ce qu'est le monde des low-tech et aussi le monde associatif, quoi. Ensuite, déjeuner. Alors, entre-temps, il y aura une petite pause. Alors, on a mis 15 minutes, mais je pense qu'on va pouvoir élargir un petit peu. Et cet après-midi, il y aura 3 sessions de présentation d'articles. Donc la première qui est dédiée un peu au usage et low-tech, animée par Valérie Laforêt des mines de Saint-Étienne. Ensuite, une deuxième session sur tout ce qui est modèle économique, low-tech et entreprise, animée par Isabelle Dabadi de l'Université de Bretagne Sud. Et enfin, dernière session animée par Stéphane Lepochat, qui est dédiée bâtiment, urbanisme et low-tech. Voilà, quoi. Et on devrait terminer aux alentours de 18h. Donc je remercie évidemment tous les intervenants pour la journée, que ce soit pour la table, le regard croisé, excusez-moi, Jean-Benoît, Dominique Millet, etc. Je remercie aussi la RSE d'Orange de payer l'adhésion à EcoSD, qui, je pense, est une super association dans laquelle on fait énormément de choses. Donc je vous invite tous à diffuser la bonne parole sur les actions de cette structure. Donc voilà, c'en est tout pour moi. Donc Jean-Benoît, je te laisse la parole, tu as le temps que tu veux. Non, mais je suis là. Comme disait Sénèque, le temps est la seule chose qui t'appartienne. Ce que la fortune t'a donné, la fortune peut te reprendre. À chaque fois que quelqu'un vous dit « j'ai pas le temps », tu dis « non, tu le prends pas ». Bonjour, Jean-Benoît Bessé. Donc tu as bien dit, je suis bien directeur de la transition environnementale et énergétique du groupe Orange. C'est-à-dire, en fait, c'est pas moi qui fais. Moi, je suis trop haut. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce soit fait. Mais c'est pas moi qui fais, en fait. Et heureusement, parce qu'on n'est quand même pas beaucoup à la RSE Group, et heureusement qu'il y a plein de gens qui se dépouillent, comme Pascal, par exemple, que je vois là en face de moi, pour faire. Marc m'a demandé de faire une introduction, et je dis toujours oui à Marc. Et il m'a demandé de faire une introduction, et je voudrais commencer par vous dire à quel point on pense que c'est une bonne chose. Enfin, je pense en tout cas que c'est une bonne chose pour nous de travailler dans ce genre d'association, parce que fondamentalement, je vais enfiler les perles. On est tous concernés par le problème du réchauffement climatique, on est tous concernés par le problème de la chute de la biodiversité. Enfin, on est tous concernés par tout ça. Et on est quand même tous vachement plus intelligents quand on est plusieurs. Statistiquement, en fait, chez Orange, on est 150 000. Il y a 8 milliards d'habitants. Statistiquement, il y a quand même plus de chances que les bonnes idées viennent d'ailleurs que de chez Orange. C'est juste un effet statistique de base. Alors on fait tout ce qu'on peut pour en avoir un peu quand même des bonnes de temps en temps, mais c'est important de travailler ensemble et surtout des gens qui ont des problématiques relativement différentes. On n'est pas un constructeur, nous. Par exemple, on ne va pas extraire des minéraux pour en faire quelque chose. On achète
des produits finis qui viennent de gens qui ont extrait des minéraux pour en faire quelque chose, eux-mêmes s'appuyant sur des gens, etc. Il y a toute une chaîne. Mais à la fin, s'il y a un problème sur le tout début de l'extraction des minéraux, de toute façon, on en payera les conséquences. Ce soit en termes de pénurie, il n'y en a plus. Il n'y a plus de germanium là depuis le 1er juillet. Hein. C'est embêtant pour les fibres optiques. Nous, on n'achète pas du germanium, mais on achète des fibres optiques, par exemple. C'est ballot. Et donc, en fait, c'est intéressant, je trouve, de discuter avec et des universitaires, parce qu'on ne l'est pas, et des constructeurs comme Stellantis, parce qu'on a des problématiques différentes. Et donc, j'adore cette phrase aussi de Schiller qui dit « Seule l'abondance mène à la clarté ». Donc, il faut plusieurs points d'angle de vue pour être clair. Mais la suite de la phrase, c'est « Et la vérité réside dans l'abîme ». Donc, l'abîme, c'est un peu l'abîme de perplexité dans lequel moi je suis. Je vous parlais personnellement, en tant que directeur de la transition environnementale et énergétique, je ne sais pas comment nous allons tenir nos objectifs. C'est ballot quand même. Hein. Mais je suis très content qu'on ait pris des objectifs. Mais je ne sais pas comment on va le faire. Alors j'ai une idée de comment on va faire à peu près la moitié de ce qu'on a à faire, mais alors la deuxième moitié, je ne sais pas. Et je ne sais pas justement, c'est là que ça devient encore plus intéressant, parce que le je ne sais pas, ça veut dire qu'il va falloir qu'on bouleverse nos business models. Et la question que j'ai envie qu'on se pose, et ça fait longtemps qu'on en discute avec Marc, c'est est-ce que la low-tech est une façon de bouleverser notre business model qui nous permettra de tenir nos objectifs qu'on ne sait pas tenir? Alors pour ceux qui ne sont pas chez Orange, j'espère que ceux qui sont Orange les connaissent par cœur, mais les objectifs du groupe, si on parle que carbone, parce qu'il y a essentiellement là-dessus qu'on s'est donné des objectifs en matière de climat, c'est 45% de diminution des émissions scope 1, 2 et 3 entre 2030 et 2020. D'après nos modèles, ce n'est pas gagné. D'après nos modèles, on atterrit quelque part autour de, si on aligne bien les leviers comme on a dit qu'on ferait, qu'on les fait bien, on arrivera autour de moins 20%. On aura une petite moitié du chemin. L'autre petite moitié du chemin restant, elle dépend déjà pas que de nous. Alors il y a un truc, ça fait longtemps qu'on a compris, c'est qu'Orange n'est pas sauveur du monde. Hein. Donc tout seul, on ne va pas y arriver. Elle dépend des autres, mais elle dépend aussi... Il ne s'agit pas de se dire, mais finalement, je vais acheter demain, j'ai des voitures électriques pour les techniciens d'intervention. Demain, j'ai acheté à Nokia, Ericsson, Huawei, Juniper, Cisco des équipements qui sont décarbonés de moitié, etc. Ça ne suffira pas parce qu'ils n'arriveront pas à les décarboner de moitié de toute façon. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on pense les choses différemment. Et donc, notamment, vous savez bien que dans le carbone, il y a deux façons de réduire le carbone. Premièrement, décarboner les achats, c'est ce qu'on fait dans l'énergie beaucoup. On achète des corporate PPA, pour ceux qui savent, donc des éoliennes, des panneaux solaires, au lieu d'acheter de l'énergie. En France, ce n'est pas un problème le carbone sur l'électricité, mais nous sommes opérateurs dans 25 pays. Un pays comme le Botswana, c'est 1200 tonnes de CO2 le gigawattheure. La France, c'est 50. La Pologne, c'est 600. L'Égypte, c'est 480, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est des échelles qui sont vraiment très très différentes. Et quand on va décarboner l'énergie en Pologne, ce qu'on a fait massivement, on gagne beaucoup. Donc, on se dit qu'on peut décarboner tout ce qu'on achète, les PC, les téléphones, les routeurs, etc. Mais les perspectives de décarbonation de l'industrie, c'est pas magique non plus. Hein. Donc ça ne suffira pas en fait de compter sur les autres pour décarboner ce qu'on leur achète. Donc le deuxième levier, c'est le levier d'acheter moins de choses. Si vous achetez moins d'énergie, ça fait moins d'émissions de CO2. Si vous achetez moins d'équipements télécom, ça fait moins d'émissions de CO2. Si vous faites moins de tranchées de génie civil, ça fait moins d'émissions de CO2. Si vous avez moins de techniciens qui se déplacent, ça fait moins d'émissions de CO2, etc. Donc il faut qu'on arrive à baisser les volumes. Et c'est là qu'on arrive, sans doute, à la question de la low-tech. Alors moi, j'aime pas trop le mot low-tech, mais je préfère vous parler de fair-tech. On en parlera après. Mais je réfléchissais là en venant parce que... juste sur la terrasse avant, et je me disais, mais en fait, Marc m'a posé la question, low-tech et numérique. Et là m'est revenu un flash de quand j'étais étudiant, à l'ENST en 1992. J'ai entendu parler des boîtes de pupines. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent ce que c'est que la pupinisation? Je me sens fossile, je vous raconte pas là. La pupinisation, c'est un truc inventé par monsieur Pupin, et pas Pupin. C'est un ingénieur américain de la fin du 19e siècle qui a découvert un truc absolument génial pour faire en sorte que les signaux électriques dans le cuivre, c'était le début du télégraphe, ne s'atténuent plus. Parce qu'avant, ce n'était pas de bol. Hein. On émettait un signal et ça faisait en gros 5-10 km terminé. Quoi. Donc vous imaginez, San Francisco, New York, ce n'était pas facile. Donc il y a deux solutions pour régler ça. La solution qu'on ferait maintenant, c'est tous les 10 km, on met un ampli. Donc consommation d'électricité, etc.
Donc on régénère le signal, on le traite, on le filtre, on le réinjecte. C'est ce qu'on fait dans les câbles sous-marins en fibre optique. Puis il y a une deuxième solution, c'est Monsieur Pupin, c'est une résistance à un condensateur et une inductance. Et en fait, en adaptant l'impédance, pour ceux qui connaissent un peu l'électrolyse, en adaptant l'impédance de la ligne de cuivre, eh ben on est passé de 10 km à autant qu'on veut, quasiment. Quasiment, hein, pas complètement. Ça, en fait, quelque part, si vous prenez, on peut qualifier ça d'une invention low-tech. Et donc, ça date de la fin du 19e. Du temps où c'était juste pas concevable de mettre des trucs qui filtrent les signaux, qui les réamplifient. Ça n'existait juste pas. Donc, en fait, la nécessité est mère de l'invention, disait Platon, bien avant le 19e encore. Donc, quand vous avez un problème à régler et que vous n'avez pas de moyens, bah, vous le réglez. Et donc, il faut qu'on se mette dans une position à peu près similaire. C'est, en fait, on n'a pas le droit d'émettre du carbone, c'est tout. Comment on fait ? Et la low-tech, pour moi, alors que je préfère parler de Fairtech, je préfère parler de Fairtech, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'on pressent venir, ce qu'on appelle le tech clash dans le monde du numérique. Le numérique, c'est un monde d'high-tech, il y en a partout. Et on se dit que peut-être un jour, les gens vont repousser le numérique en disant qu'ils veulent repousser la technologie. C'est peut-être un peu une position extrémiste, mais c'est une position intéressante qui nous fait réfléchir. Et donc on se dit qu'on a un grand enjeu, nous, en tant qu'opérateurs, c'est d'expliquer quelle technologie on utilise, pourquoi faire, et de montrer l'impact qu'elle a. Et j'ai discuté, hasard du métro de ce matin, avec le directeur de recherche chez Orange Innovation en charge des réseaux. Il a lancé une initiative sur Design to Impact, comme il l'appelle. C'est-à-dire, en fait, moi, je vous posais la question autrement, c'est comment je construis un réseau qui consomme 1 kg de platine par an. Juste, j'ai pris le platine au pif, je ne sais pas si c'est 1 kg, je ne sais pas si c'est le platine, peu importe, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc, il faut qu'on arrive à se forcer, à se dire, je n'ai juste pas le droit d'émettre tant de CO2, de consommer tant de platine, de tungstène, de cobalt, de coltan extrait dans des mines, dans des conditions que je ne vous raconte pas, etc. Il faut qu'on arrive à mettre ça en place, et il faut surtout qu'on soit capable de l'expliquer à nos clients, sous le risque que si on ne l'explique pas, bah, il n'y a personne de Total dans la salle ? Sous le risque que dans 10 ans, Orange, ce soit le Total d'aujourd'hui. Alors, ça risque, honnêtement, ce sera plutôt Apple, Google, Amazon qu'Orange, mais bon, on sera embarqué dans la masse. Donc voilà, en fait, nous, fondamentalement, ça va, je suis dans les temps, c'est bon. Fondamentalement, enfin, je pense que c'est ça notre grand enjeu, c'est de comprendre comment est-ce qu'une autre utilisation de la technologie qui nous amène à la fin à consommer moins de matériel. Là-bas, c'est ça. À la fin, on aura moins de matériel. Moins de matériel, c'est pour un opérateur télécom, c'est compliqué. Parce qu'un opérateur télécom construit sa différenciation, comment je suis meilleur que les petits copains, avec du matériel. Plus d'antennes mobiles, plus de fibres optiques, plus d'équipements sur les antennes mobiles. À chaque fois, ça se traduit en plus de matériel, plus de hardware. Et c'est un enjeu pour un opérateur comme Orange de se dire comment demain je vais me différencier avec moins de matériel. Par exemple, demain, est-ce qu'on se dit que finalement, en fait, on partage forcément tous les pylônes. On partage forcément tous les équipements sur les pylônes. Et on partage forcément les serveurs qu'il y a sur les pylônes aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un serveur pour 3 opérateurs. Comment on fait pour se différencier avec un truc pareil ? C'est quelque chose qu'il faut qu'on réinvente. Je pense que ça fait partie de ces... Enfin, c'est ma conception, mais moi, je ne suis pas dans les travaux que vous faites et vous avez peut-être des idées bien plus intéressantes que les miennes. Encore statistiquement, il y a plus de chances que dans la salle, il y ait des bonnes idées que chez moi. Et je pense qu'il faut que cette approche du lot en sens de moins de matériel nous permette d'être capable de fournir aux clients quelque chose qui est explicable, compréhensible pour eux et dont l'impact est maîtrisé. Ce qu'il ne s'agit pas non plus, juste pour la petite histoire, en France, on sait qu'on arrivera à baisser nos émissions CO2 assez massivement. En Afrique, on sait qu'elles vont augmenter d'au moins 50%. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de déployer du réseau en Afrique ? Bah, certainement pas, parce que si on fait ça, on ne répond pas au plancher du donut de Keith Raworth de sa théorie de donut. On n'apporte pas un service Internet à des tas de gens qui n'ont pas. Il y a 60% de la population africaine, subsaharienne, qui n'a pas accès à Internet aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une question de réseau, c'est essentiellement une question d'usage, de prix et de savoir-faire. Mais il faut quand même, néanmoins, on va continuer à investir du matériel en zone africaine, ça c'est sûr. Je m'arrête là, Marc, je ne sais pas si tu prends des questions ou... Je vois que je sens que la personne qui vient en voiture. Donc, ah.
Ah bah alors voilà, je passe la main. Ouais. Bon, merci Jean-Benoît. Y aurait-il éventuellement une ou deux questions ?